Eh ben celle-là elle va être longue. Ok. Bonjour. Avez-vous déjà téléchargé une œuvre illégalement? Bah ça tombe bien, moi non plus. À une époque, pour regarder un film ou écouter de la musique, on utilisait ça. Voilà, on pouvait consommer des œuvres avec ça. Regardez-les bien parce qu'on va plus en voir d'ici quelques années. Mais forcément, tout ça avait un coût. Et ouais, c'était plutôt cher. Et évidemment, Internet allait trouver une solution miracle pour pallier à ce problème financier. Aujourd'hui, on parle d'un des plus grands phénomènes de l'histoire d'Internet qui fait encore trembler les plus grandes entreprises mondiales. On parle du téléchargement illégal. Commençons par... Pourquoi je crie comme ça? J'ai pas besoin de crier. Commençons par une petite histoire. Nous sommes en l'an 2000 et Manuel a 22 ans. En véritable passionné de musique, Manuel se rend régulièrement au disquaire du coin pour acheter les derniers albums de ses artistes favoris. Cependant, même en l'an 2000, la précarité étudiante existait déjà. 26 ans plus tard, ça existe toujours, à se demander si le gouvernement considère encore l'avenir du pays, mais ça n'est pas le sujet. Calmez-vous. Manuel n'a malheureusement pas l'argent pour mettre 120 francs dans un album. Oui, je sais pas combien ça fait en euros, mais ça doit faire beaucoup. Alors, que reste-t-il à notre cher Manuel? Le téléchargement illégal? Oui, bravo. Et maintenant, vous vous demandez comment Manuel et tous ses petits copains faisaient pour télécharger gratuitement toute leur musique. Eh bien, ils utilisaient Napster. Et là, on va aborder l'origine même du téléchargement illégal, c'est-à-dire le téléchargement en P2P, ou pair à pair en français. Ça a l'air compliqué et chiant, ça l'est pas tant que ça. Pour que le téléchargement sur internet devienne encore plus simple, certaines personnes ont commencé à développer des applications telles que IRC, Usenet ou encore Napster. Mais Napster, lui, va absolument tout exploser sur son passage, pour plusieurs raisons. Le logiciel, en plus d'avoir une interface agréable, et si dans les années 2000, c'était une interface agréable. Eh bien, Napster s'est adapté au transfert de fichiers au format MP3, c'est-à-dire de la musique, ce qui fait que tu pouvais télécharger tes musiques bien plus rapidement que sur les autres plateformes. Et bah c'était la bonne idée. Parce qu'il faut se rendre compte que dans les universités dans les années 2000, les réseaux étaient surchargés parce que Napster prenait environ 60% du trafic. C'est-à-dire plus de la moitié du trafic internet des universités était utilisé pour télécharger de la musique illégalement sur Napster. C'est assez fou quand même. À son apogée, Napster comptait 80 millions d'utilisateurs inscrits. C'est... Waouh! C'est je sais pas combien de fois la Creuse, mais ça doit faire beaucoup de fois la Creuse. Je sais pas pourquoi je fais geste avec mes mains. En 2001, le logiciel est retiré après 2 ans de procédure judiciaire aux États-Unis pour infraction à la législation des droits d'auteur. Logique, vous me direz. À ce moment-là, l'association des maisons de disques réclame plus de 20 milliards de dollars de dommages et intérêts à Napster. Au final, après son procès, Napster ne versera qu'un centième de la somme demandée aux maisons de disques et sera contraint de cesser toute activité de transfert gratuit de musique, donc cesser son activité principale. Mince. Coincé les mecs. À partir de là, c'est un peu la fin pour Napster qui sera racheté par des boîtes américaines pour le transformer en service de streaming payant. Bon. Voilà. D'autres logiciels ont aussi essayé de prendre la suite ou de continuer ce qu'avait fait Napster, mais ils ont globalement tous fini par s'écraser contre le mur des maisons de disques et des ayants droit. Le logiciel Kazaa, par exemple, a été développé juste après la condamnation de Napster. Il se voulait comme la suite directe de Napster avec globalement les mêmes fonctionnalités, mais avec une petite subtilité en plus, des logiciels espions. C'est-à-dire que quand vous alliez sur l'appli pour télécharger le dernier titre inédit de Benabar, vous receviez des petits logiciels espions dans votre ordinateur qui collectaient vos données et les envoyaient aux développeurs. Et c'est même pas le pire. 1 an après le développement de Kazaa et que tout le monde se soit rendu compte qu'il y avait des logiciels espions donc, un groupe de développeurs va développer une version alternative de Kazaa, la même chose, mais sans les logiciels espions, donc juste pour télécharger de la musique. Kazaa va porter plainte et va gagner. Voilà, pour avoir copié le logiciel. Et donc atteinte aux droits d'auteur, tiens. Voilà, de la part d'un logiciel qui bafoue les droits d'auteur. Bon. Finalement, Kazaa finira un peu comme tous les autres, c'est-à-dire procès, reverser 115 millions aux ayants droit, être racheté et finir par être transformé en un site de streaming payant. Voilà. Mais je vous parle de ça, mais vous savez très bien que la musique n'est pas le seul média à être téléchargé illégalement à ce moment-là.
Autour de 2005, on voit arriver en France un phénomène exceptionnel, le haut débit Internet. Tout à coup, les connexions deviennent plus stables et surtout beaucoup plus rapides. Seulement quelques années avant, c'était plusieurs heures voire jours pour télécharger n'importe quelle musique sur Napster et tout le monde était content. Maintenant, il suffit de quelques minutes pour télécharger n'importe quel titre. Mais du coup, forcément, pourquoi s'arrêter à télécharger des petits fichiers MP3 quand on peut s'attaquer à plus grand, vous me direz? C'est là que ça nous intéresse. Et c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, nous voilà enfin arrivés à l'ère du téléchargement de films. Tant de vidéos pour en arriver là. Le piratage de films, c'est un phénomène qui est bien plus vieux qu'on le pense. En 1902, des studios américains ont récupéré une bobine du film Le Voyage sur la Lune de Georges Méliès pour en faire des copies et le diffuser illégalement dans des cinémas pour faire plus de profit. C'est du piratage. Les mecs sont des pirates. Mais au final, cette technique-là, elle n'est pas si différente de ce qu'on retrouve aujourd'hui. À peu près 90% des films sont téléchargés l'année même de leur sortie en salle. Mais comment ces films, qui sont alors en salle à ce moment-là, se retrouvent quelques jours ou quelques semaines ensuite, directement disponibles gratuitement sur Internet? Et bah, comme en 1902 avec Georges Méliès, le problème se trouve directement à la source du film. Là, on n'est plus sur des bobines volées comme en 1902, mais la plupart des films qui se retrouvent en téléchargement illégal sur Internet proviennent des usines de copies de DVD, voire même des équipes du film. Les personnes récupérant alors une copie du film et la mettant sur Internet ou l'envoyant à des gens et ça fuite comme ça, petit à petit, en effet rebond, finalement. Voilà. Et c'est comme ça, à cause des équipes de cinéma, qu'on retrouve des films qui sortent avant leur sortie en salle. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur les leaks, voilà. Elle est dispo quelque part, cliquez. Forcément, en 5 ans et depuis Napster et toutes ces joyeusetés, les techniques ont un poil évolué depuis ce moment-là. Le véritable souci avec Napster, c'était les serveurs. Quand tu développes un logiciel avec une entreprise par exemple, toutes les données liées au développement de ce logiciel sont stockées dans le serveur lié à ton entreprise, donc dans un seul endroit très précis géographique, et donc retrouvable facilement. Sauf que quand tu développes un logiciel en partie illégal, faut bien se douter que les gouvernements vont venir fouiller dans tes affaires. Et quand tout est regroupé dans un seul serveur, faut dire que ça leur facilite pas mal le travail. Et c'est donc comme ça que Shawn Fanning et Sean Parker seront reliés à Napster, traduits en justice, et blablabla, je vous ai déjà raconté l'histoire. L'un des logiciels étant le plus utilisé pour télécharger des films à ce moment-là, c'était Emule. Certains ont dû le connaître, j'imagine, moi également. Globalement, sur Emule, on reste sur la même chose. Du pair à pair, tu postes, tu télécharges des films, des musiques, des jeux vidéo. Là-dessus, c'est la même chose. Mais ici, on a appris des erreurs de Napster pour pas finir dans le même état. Emule, c'est plus un logiciel développé par une poignée de personnes dans une entreprise. Ici, c'est un logiciel développé d'une manière communautaire. C'est-à-dire que tout le monde peut participer à son développement, le tout sur plusieurs serveurs dans le monde entier, ce qui rend la traque plus difficile pour les gouvernements. C'est malin. Mais c'est même pas le truc le plus malin. Eh oui, on va parler d'un autre type de téléchargement qui a notamment mis à mal Emule lui-même, les torrents. Ouais, bon alors là, il va falloir s'accrocher un tout petit peu plus, mais ça va pas être compliqué, je vous explique. Vous me lâchez pas, hein? Attention! Le souci des logiciels de pair à pair, c'est la surcharge de serveurs. Pour vous donner une idée du trafic à ce moment-là, le logiciel LimeWire, qui est un des plus gros logiciels de pair-to-pair au milieu des années 2000, était présent sur un tiers des PC en 2007. Dans le monde entier, un tiers des gens sur leur PC avaient LimeWire. Les serveurs sont pas extensibles à l'infini. Donc forcément, certaines fois, ça craque. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Et donc, pour revenir au torrent, ce qui est révolutionnaire avec ça, c'est que les serveurs, c'est nous. Et oui, le principe, c'est que chaque personne qui télécharge un film devient un serveur pour la prochaine personne qui veut télécharger ce film-là. Comme ça, les serveurs ne sont jamais saturés et tout le monde est content. Et oui. Alors, oui, devenir une antenne relais pour chaque personne qui veut télécharger son nouvel épisode de Plus belle la vie, ça veut aussi dire être retrouvable plus facilement. Et justement, des logiciels fermés, des plaintes, des tribunaux, des développeurs traînés en justice, on va parler du côté un petit peu moins marrant du téléchargement illégal. On en avait déjà un peu parlé, mais le saviez-vous, le téléchargement illégal, c'est interdit.
Waouh, on en apprend des choses par ici, non? Et oui, il fallait bien que le gouvernement s'en mêle, hein, ces vilains bureaucrates. On va compter un très grand nombre de lois fleurir au début des années 2010 visant à protéger les droits d'auteur et donc évidemment à détruire le téléchargement illégal. Eh bien chez nous, on a eu le droit à partir de septembre 2010 à la loi Hadopi. Et si vous avez déjà téléchargé des films, vous avez dû avoir un petit sursaut en entendant ce nom. Hadopi avait et a toujours pour but de réduire le piratage des biens culturels et internet en s'appuyant sur un dispositif progressif de rappel à la loi. Eh ben, en gros, si tu télécharges illégalement, Hadopi t'envoie un mail te rappelant les sanctions qui peuvent tomber. Si tu recommences, il t'envoie une lettre. Et enfin, si tu recommences encore, les sanctions tombent. Waouh. Dans les faits, les sanctions tombent à leur rythme. Au final, même après plusieurs années, très peu de personnes ont été sanctionnées par la loi Hadopi. La plupart des personnes recevant une ou plusieurs lettres les avertissant des futures sanctions qu'ils risquent s'ils recommencent. Les peines allaient jusqu'à 1500 € d'amende et une coupure totale d'internet pour l'utilisateur qui avait téléchargé illégalement une œuvre. Mais quand on transpose ça au nombre de personnes qui téléchargent illégalement, à la difficulté de les retrouver, et en plus à un manque cruel de moyens et de personnes pour appliquer les sanctions, et bah très vite Hadopi c'est devenu une grosse blague. Chez Hadopi, j'avoue avoir piraté toute une saison d'Eric. Vous allez recevoir une lettre! D'ailleurs, aux États-Unis, au final, ça a très vite été la même chose. Au moment des torrents, les grandes maisons de disques et autres studios de développement de films qui ne pouvaient pas attaquer légalement les annuaires de téléchargement de torrents se sont mis plutôt à attaquer directement chaque personne ayant téléchargé une œuvre leur appartenant. Mais bon, vous vous doutez bien que Warner Bros qui attaque un pauvre étudiant fauché et lui demande 300 millions de dommages et intérêts, bah ça allait pas aller très loin. Et vous vous demandez forcément aujourd'hui qu'est-ce qui a pu autant ralentir la consommation illégale d'œuvres culturelles. Eh bien c'est la consommation légale d'œuvres culturelles. Et oui, c'est malin. L'arrivée des plateformes comme Netflix, Prime, Spotify, Deezer et toutes ces joyeusetés ont grandement freiné la consommation de téléchargement illégal pour tous les utilisateurs. Le prix étant plus raisonnable que le format physique et également moins risqué et plus simple que le téléchargement illégal, bah tout le monde a plongé. C'est logique. Faut dire aussi que la plupart des lois dans tous les pays à ce moment-là se sont pas mal intensifiées et ont commencé à véritablement mettre des sanctions pour les personnes qui téléchargeaient illégalement. Donc on peut comprendre que c'est refroidi la plupart des gens. Aujourd'hui, le téléchargement représente une partie minoritaire de la consommation des Français. D'un côté, il faut dire que télécharger un film, parfois à petit budget, peut impacter la carrière d'un cinéaste étant donné que ça fait moins de retombées économiques pour son film, des moins grands chiffres, tout ça, vous connaissez forcément le monde de la production d'un film. Mais à une époque où les médias et les plateformes sur lesquelles on regarde nos films appartiennent à des personnes qui cherchent à aseptiser les discours, brider les idées dans les films, est-ce que le téléchargement illégal, c'est pas la seule manière de regarder certains films qui rentrent plus vraiment dans les cases demandées aujourd'hui? Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire, ça me fera très plaisir de lire votre avis sur le téléchargement illégal, n'hésitez pas. Évidemment, abonnez-vous, ça m'aide forcément beaucoup à développer la chaîne, etc. Vous connaissez la chanson. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo, comme ça je vois un peu ce qui vous plaît. Repartagez-la, encore une fois ça aide beaucoup la chaîne. Puis je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, soyez toujours des personnes chouettes. Ciao, au revoir.